Laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons Laïcité, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va recevoir Jean-Marie Matisson. Et qui est Jean-Marie Matisson ? C'est le premier plaignant de l'affaire Maurice Papon. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire. Il va nous en dire tout ça. Et puis on va quand même saluer notre invité. Donc bonjour à Jean-Marie. Bonjour. Qui est là. Et puis on a un intervieweur exclusif, notre Alain. Extraordinaire. Hola. Bonjour Alain. Bonjour. Voilà. On a toujours pas loin de nous notre Jean-Cri ultra intergalactique, comme d'habitude. Il adore que je dise ça. Bonjour Jean-Cri. Bonjour. Voilà. Et puis on a bien sûr nos réalisateurs, producteurs qui sont toujours là. Agnès et Joël qu'on remercie également. Et puis on va commencer à passer la parole à Alain comme d'habitude, 1 heure de présentation du sujet et puis après 1 heure de débat. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons Laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Jean-Marie Matisson, bonjour. Bonjour. Je suis très honoré d'être à vos côtés. Vous êtes un personnage symbolique de la liberté, de la justice et peut-être je vais vous laisser la parole simplement. Qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous arrivé là ? Bien, bonjour à tout le monde d'abord. Ma famille, si vous voulez, est ce qu'on appelle une famille, nous sommes des juifs laïcs, c'est-à-dire qu'on a été élevés dans les valeurs de la République. Moi, par exemple, j'ai jamais mis les pieds dans une synagogue, sauf pour les commémorations de déportation ou autres. Et nous avons une appartenance à une forme de judéité, ce qu'on appelle comme ça, d'où le terme de juif laïque, parce que nous avons connu pendant la guerre. Voilà. C'est-à-dire, pour ma part, 10 déportés. Et je suis un fervent défenseur de la laïcité. Je me bats pour la laïcité depuis 30-40 ans maintenant. Et j'ai été, entre autres, président du comité Laïcité République. J'appartiens aujourd'hui à une nouvelle association, enfin une nouvelle qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle Unité Laïque, et qui me convient parfaitement parce que à la fois elle défend la laïcité, les valeurs de la République, et également elle fait un grand travail de transmission et de mémoire. Par exemple, c'est grâce à Unité Laïque que nous avons réussi à faire la panthéonisation de Missak Manouchian. Donc, je crois qu'on peut féliciter et son président Jean-Pierre Sakoun et toute l'équipe autour de lui qui a permis cela. Et donc, pour moi, vous verrez que c'est quelque chose d'important de travailler à la fois sur la laïcité, la projection dans l'avenir, les valeurs universelles, et la mémoire et la transmission de la mémoire. Alors j'interviens dans les collèges, j'interviens dans les lycées, je fais des conférences dans les synagogues, je fais des conférences dans les temples maçonniques, je fais des conférences dans les centres de conférences. Là, je crois que j'en suis à 50 aujourd'hui, depuis la sortie de mon premier livre là, que vous avez ici. Et ma famille, si vous venez, nous sommes ce qu'on appelle une famille juive ashkénaze. C'est-à-dire qu'on vient d'Europe de l'Est, ma famille vient de Lettonie, et comme on le dit souvent, on avait un grand-père rabbin, mon arrière-grand-père était rabbin, un père, donc là, dans ce cas-là, mon grand-père était révolutionnaire du Bund. Le Bund, c'est une organisation juive révolutionnaire, et mon père était franc-maçon. Voilà, donc c'est une suite logique qu'on connaît beaucoup dans les familles ashkénazes. Voilà donc pour la présentation. La raison pour laquelle
je suis ici et dans laquelle j'ai été concerné par le procès Papon, c'est que nous avons eu 8 déportés de Bordeaux. 10 déportés en France et 8 à Bordeaux. Aucun revenant. Juste, je voudrais préciser le livre. C'est Procès Papon, quand la République juge Vichy. Préface de Patrice Boyer et c'est aux éditions La Lose. Oui, édition à Périgueux. Une petite édition. Voilà. Et donc, ce livre-là, il a été reconnu maintenant, je pense, sans flagornerie, hein, comme une des meilleures couvertures du procès de l'affaire Papon. Il réunit à peu près toutes les pièces du dossier. Il en fait c'est un gros volume, même, ça fait dans les plus de 500 pages. Et ça permet donc d'avoir une vue complète et de l'affaire Papon et du procès. Ce vers quoi je vais maintenant m'attacher à vous parler. Le premier point que je voudrais, avant de commencer, c'est de parler de vérité, de mensonge. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Toulouse avec, j'écoutais Richard Malka, qui disait que les grands procès, le procès Charlie, donc vous savez qu'il a été l'avocat, est basé sur un mensonge. L'affaire Samuel Paty, l'assassinat est basé également sur un mensonge. C'est une jeune femme, enfin une jeune fille de sa classe qui dit des mensonges sur ce qu'a fait Samuel Paty et qui entraîne malheureusement sa décapitation et sa mort. Et il se trouve que dans les grands procès pour crimes contre l'humanité, celui de Pétain-Laval, dont on parlera un peu tout à l'heure, celui de Barbie, celui de Touvier, celui de Papon, ils sont recouverts par des mensonges en permanence, quoi. Il y a des grands mensonges. Alors pourquoi? Si vous voulez, parce que dans la justice française, les parties civiles, c'est-à-dire nous, par exemple, on ne peut pas mentir, on dit les faits, les malheurs qu'on a vécus. Les témoins qui viennent témoigner jurent de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Par contre, la défense, en l'occurrence Papon, il a le droit de tout utiliser comme moyen pour se défendre. Et donc, il peut utiliser le mensonge. Et on verra que c'est pas gêné. Alors, l'affaire Papon, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est en quelques chiffres. Nous étions 40 parties civiles individuelles, 24 parties civiles collectives. Nous étions représentés par 27 avocats, la défense par 4 avocats. Il y avait 5 accusés, donc on parle toujours de Papon, mais en fait ils étaient 5 mis en examen et accusés au départ. Et il y avait 3 juges donc, qui présidaient la cour d'assises, 9 jurys bien sûr, et au total il y a eu 71 victimes retenues pour la procédure. On verra, là c'est une des premières aberrations du procès. Alors qu'à Bordeaux il y a eu 15 convois ou transports de juifs de Mérignac. Donc, à Bordeaux, on arrêtait les Juifs, on les mettait au camp de Mérignac et après ils étaient transférés soit à Austerlitz et après à Drancy, soit directement à Drancy et après à Auschwitz. Il n'y a que les derniers convois de Bordeaux qui partent dans les pays baltes, justement, où il y a eu quelques camps d'extermination là-bas, à Kaunas. Mais en fait, il y a eu 1597 déportés et parmi eux 230 enfants. Alors, les 3 hommes de l'affaire, les 3 hommes clés de l'affaire, hein, moi vous avez bien compris que j'étais pas né pendant la guerre, hein, je suis ce qu'on appelle un enfant de la génération d'après. Nous sommes 2 parties civiles, enfants de la génération d'après, d'ailleurs on est les 2 seuls survivants parmi les parties civiles. Et les hommes de l'affaire, ce sont Gérard Boulanger, donc un avocat bordelais, qui porte à bout de bras l'affaire pendant des années, parce que vous verrez qu'au début, il a fallu se battre beaucoup. Michel Sitensky, qui est le déclencheur, on va dire, historique de l'affaire, et mon père, qui est le premier plaignant. Donc, ma famille, mon père Maurice Matisson, ma grand-mère Jacqueline Matisson, une cousine Esther Fogiel, dont j'ai fait ici un second livre là, qui vient de paraître aujourd'hui, qui s'appelle Esther, victime de l'indicible, qui raconte sa vie et les malheurs qu'elle a vécus pendant la guerre et après la guerre, qui est la seule survivante de sa famille, et moi-même. Donc on était 4 plaignants. Et la particularité que l'on a, c'est que on a toujours été présent dans la procédure. Vous savez que la procédure a été annulée, interrompue à plusieurs reprises. Et chaque fois qu'elle était relancée, on revenait à notre dépôt de plainte initiale. Donc nous, si vous voulez, on dépose plainte en 1981. La plainte est jugée recevable en 1983. Et là, premier mensonge de Papon qui déclare qu'il a demandé à être inculpé pour avoir accès au dossier. Bon, ça, c'était courant, je veux dire, dans la logique. Alors, pour présenter un peu ce qu'est la Shoah française, tout le monde sait ce que c'est que la Shoah.
Mais la Shoah bordelaise et la Shoah française, je vais vous en dire quelques mots. Donc, j'ai par exemple un reçu emblématique, si on peut dire, qui est un reçu du camp de Drancy, où le commandant envoie un reçu au service des questions juives de Bordeaux, et qui met reçu de Bordeaux 2 juifs. Et maître Francis Jacob, donc, qui était un de nos avocats, avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui décrit les archives de la préfecture de la Gironde et qui dit, voilà, on trouve des fiches de carburant, des juifs, des carburants, des juifs, des marchandises, des juifs. Tout ça pour vous dire dans quel niveau étaient considérés les juifs à cette époque. J'ai un autre document qui émane du camp de Mérignac, du directeur du camp de Mérignac, qui écrit au service des questions juives, à la préfecture, et il appelle le service simplement le service des juifs. Vous voyez, donc c'était... À Bordeaux, donc, il y a eu 1597 déportés. Le plus jeune avait 19 jours. Et on a eu des historiens qui sont venus présenter un peu le contexte de l'époque. Et il y a eu 2 historiens, entre autres Philippe Burin, qui disait que, en terre chrétienne, la disparition des Juifs a toujours été inscrite sur l'horizon intellectuel du christianisme, ce qui explique l'ampleur de la Shoah. Et Marc-Olivier Baruch, qui était un autre historien, qui disait qu'il n'y a rien de plus difficile que d'obliger un fonctionnaire de faire ce qu'il ne veut pas faire. Autrement dit, ce qu'il voulait dire par là, c'est que si le fonctionnaire le voulait, il pouvait désobéir. C'est un des enjeux du procès, d'ailleurs. C'est est-ce qu'on pouvait ou est-ce qu'on devait désobéir aux ordres uniques. Bon, Papon ne l'a pas fait, il a même été au-delà des ordres qu'on lui demandait, on va le voir très vite. Il y a par exemple le général Robert de Saint-Vincent, qui est gouverneur militaire de la région militaire de Lyon, qui refuse d'envoyer son armée pour faire des rafles, qui est mis à pied. Il reste chez lui toute la durée de la guerre, il touche ses émoluments, et puis voilà, à la fin de la guerre, il reprend ses fonctions. Et lui, il a été désigné juste parmi les nations. Il y a l'équivalent de Papon à Perpignan, qui fait pareil que Papon, enfin qui fait le boulot qu'on lui demande, et la nuit, il va chercher les Juifs dans le camp et il les fait passer la frontière espagnole. Il y a tout un service de questions juives dans l'est de la France qui refuse, lui, carrément d'obéir aux ordres, et ils ont tous été désignés juste parmi les nations, l'ensemble du service. Donc à Bordeaux, le service des questions juives, il y avait 6 personnes à peu près qui travaillaient, secrétaires et chefs. Et au niveau national, la Shoah, ça représente c'est quoi? Donc moi, je vous ai donné, je ne vais pas parler de chiffres longtemps, mais je vous ai donné un exemple, c'est qu'il y a un train qui part tous les 3 jours de Drancy, avec 1000 déportés, tous les 3 jours. Hein. Il y a eu 77 convois, trains, et il y a eu environ un peu moins de 3% de survivants. Tout ça pour dire que comparé au camp d'extermination, où on mettait les résistants politiques, les gaullistes, les communistes et autres, dans ces camps-là, il y avait 56% de survie. Vous voyez donc l'écart et la différence qu'il y a entre les déportés juifs et les déportés politiques. Et voilà, donc le 8 décembre 81, avec mon père, ma grand-mère et ma cousine, on dépose plainte pour crime contre l'humanité. Hein. Pour nous, ça a toujours été crime contre l'humanité. Alors pas contre Papon en particulier, hein, mais contre toute personne ayant concouru à la déportation de nos familles. Autre chose du contexte qui est important, parce qu'on sort donc de la guerre, on ne parle pas des Juifs à la sortie de la guerre. C'est le blackout complet, le silence complet. Et on est donc, j'ai pris un exemple en 1983, donc nous on porte plainte en 81. Papon est inculpé en 83, 2 ans après. Et en 1983, il y a Dargaud Éditions qui sort un livre sur l'histoire de Bordeaux qui s'appelle Burdigala, donc ça part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Et parmi les auteurs du livre, il y a des historiens universitaires, c'est-à-dire des historiens qui sont reconnus au niveau de l'université pour la qualité de ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils font quand on parle de la déportation à Bordeaux? Qu'est-ce qu'on voit? C'est 2 camions remplis de Juifs conduits par des Allemands. Or, il se trouve qu'à Bordeaux, il n'y a jamais eu un seul Allemand qui a arrêté et déporté des Juifs. Ce ne sont que la police française et les fonctionnaires qui ont fait ça.
On parlera peut-être, si on a le temps, des chiffres de déportés de Bordeaux, mais il y a les chiffres les plus fous qui circulent sur le nombre de déportés de Bordeaux. Eux annoncent 1080 déportés. Je vous ai dit que moi je refais le compte, je pense que c'est le plus proche de la vérité, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment combien il y a eu de déportés. 1597, donc eux annoncent 1000. Je vous dirai après les autres, ce qu'ils annoncent. Donc qu'est-ce que c'est que la déportation des Juifs? C'est, premièrement, on les recense. Alors c'était avant-guerre, déjà le premier recensement. Donc on se sert de ces recensements. Pétain refait un second recensement. Puis on leur interdit l'accès dans certains lieux, dans certains bus, moyens de transport, etc. Et on les exclut de toute activité. Après, la troisième étape, c'est on les marque, c'est-à-dire que ils sont obligés de porter l'étoile jaune. Quatrième étape, on les empêche de travailler. C'est le cas dans ma famille, ils ont tous été obligés de trouver des boulots de forain ou autre. Cinquième étape, on spolie les biens, on récupère les maisons, les habitations, les commerces, tout ça. Et dernière étape, on déporte et on extermine. C'est tout une série d'étapes qui se font en montant petit à petit dans l'horreur, quoi. Alors l'historique de l'affaire, en fait, il commence en 1942. Donc 42, c'est l'année, ce qu'on appelle les années noires, l'année dans laquelle les premières déportations en France se font, les arrestations et les déportations. Et ma famille, elle a été déportée en juillet 42. Donc c'est les premières, c'est juste simultanément avec la rafle du Veldiv, le lendemain, et en octobre 42. Or, au mois d'octobre 42, le père de Michel Sitansky, la sœur de Michel Sitansky, mon arrière-grand-mère et le frère d'Esther Fogiel, dans question là, qui avait 6 ans, qui sont dans un fourgon de police, on va dire, voilà, qui attendent au milieu de la rue. Donc c'est en pleine nuit, hein, parce que en octobre, ils avaient compris que faire les arrestations dans la journée, c'était pas possible, parce que à Livourne, par exemple, la foule s'est révoltée et s'est opposée aux gendarmes, et donc qui ont été obligés de tirer en l'air. Et donc ils ont décidé par la suite à faire les arrestations la nuit, donc en pleine nuit à 2 ou 3 heures du matin. Et ils attendent de trouver Michel Sitansky qui arrive à s'enfuir par les toits, qui rentre dans la résistance et qui passe la guerre dans les réseaux de résistance. Or, après la guerre, alors oui, je ne vous ai pas dit, mais Alice, elle a réussi à s'enfuir du camp de Mérignac. C'est une des rares à avoir pu s'enfuir de Mérignac. Et elle se déplace, elle marche dans la ville de Bordeaux, une des places de Bordeaux connues, la place Gambetta. Qu'est-ce qu'elle voit? Les deux policiers qui sont venus l'arrêter. Donc elle les suit et elle voit qu'ils sont toujours en activité. Elle était persuadée qu'ils auraient été chassés de la police ou autre. Elle en parle à son frère et il décide là de porter plainte contre eux. Donc on est en 47. En France, il n'y a pas encore de procès pour crime contre l'humanité. Hein. C'est le tribunal militaire qui juge des crimes de guerre. Donc il y a la plainte est reçue, il y a une enquête de police qui est faite, et l'inspecteur de police, l'inspecteur Katz, il s'appelle, mène son enquête, et à un moment donné, il se rend compte que il faut qu'il cherche l'origine des ordres d'arrestation, et il demande un mandat d'amener pour pouvoir fouiller les archives de la préfecture régionale de Bordeaux. Et le jour où il demande ça, il y a un non-lieu qui est prononcé. Alors pourquoi? On ne sait pas pourquoi exactement en fait, mais le juge militaire, il s'appelait Bauduchamp, qu'est-ce qu'il fait? Il répondait directement au numéro 2 du ministère des Armées, et le numéro 2 des Armées à l'époque, 47, donc c'est après la guerre, c'était ni plus ni moins que Maurice Sabatier, qui était l'ancien préfet régional. Donc il le surveillait, et dès qu'il a vu qu'on allait chercher dans les archives de sa préfecture, il a demandé à ce qu'il y ait un non-lieu. Ce qui n'empêche que Michel Sitansky a continué à travailler, à chercher. Il cherchait pour savoir qui avait fait déporter ses parents. Et il travaillait également sur la spoliation des biens. Et en 75, c'est-à-dire vous voyez, bien longtemps après, il y a un chercheur des archives qui découvre des ordres d'arrestation signés Papon. Et donc il prévient Michel Sitansky, il regarde, il analyse, et puis donc il rassemble suffisamment de pièces
et il décide de porter plainte. Là, il porte plainte pour crime contre l'humanité. En 1980, c'est une plainte du MRAP. Alors le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples. Malheureusement, la plainte du MRAP est jugée irrecevable. Alors, il y a un petit litige là. Selon Boulanger, c'est le juge qui a dit que la plainte n'était pas recevable parce que le MRAP n'était pas constitué à l'époque des faits, en 1942, autrement dit. Et l'avocat du MRAP, qui est toujours là, d'ailleurs, qui est toujours présent, qui moi, m'a dit que non, c'est le MRAP lui-même qui a décidé de retirer la plainte qu'ils avaient déposée parce qu'il pensait qu'elle serait jugée irrecevable. Et donc, à ce moment-là, il demande à des individus, à des familles, de se constituer partie civile. C'est comme ça que Michel Cernuschi vient voir mon père. Comme on faisait partie des premiers déportés, il nous a demandé à nous constituer partie civile. Donc on arrive en 81 où on dépose plainte. Réaction de Papon, quand on dépose les plaintes, il dit « on me cherche des poux ». Alors je ne sais pas si vous faites la liaison, c'est directement une allusion à Forisson, qui est un négationniste, qui disait qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Et puis plus tard, il affirme, donc voilà, encore fait partie des mensonges, oui, mais j'en ai sauvé aussi. Donc pour nous, c'était un aveu sous forme d'incohérence, quoi. S'il en avait sauvé, ça veut dire que aussi, c'est qu'il reconnaissait qu'il en avait aussi déporté. Voilà. En tout, durant toute la procédure, qui a duré de 80 à 98, il n'a jamais prononcé une parole d'excuse ni de regret. Et en 83, le jour de son inculpation, donc il déclare, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il était inculpé, qu'il avait demandé à être inculpé à sa demande pour avoir accès au dossier. En fait, il aurait été inculpé dans tous les cas. Et il déclare que si c'était à refaire, je le referai. Le personnage. En octobre 86, Jean Leguet, qui est ministre de l'Intérieur, enfin, qui représente le ministre de l'Intérieur pour la zone occupée, est inculpé. Maurice Sabatier, qui est le préfet régional, est inculpé en 88, et Norbert Échouer, qui est le commissaire principal de la police de Bordeaux, qui est inculpé également. Et en avril 92, René Bousquet, le fameux René Bousquet, donc à rang de ministre de l'Intérieur, celui qui fait des accords Aubert-Bousquet, vous avez entendu parler, c'est-à-dire que c'est lui qui donne les enfants aux Allemands. Donc ils sont en fait, vous voyez, on avait bien 5 inculpés. Celui qu'on n'a pas pu inculper, c'est le directeur des affaires du service des questions juives, parce qu'il était décédé auparavant. Et malheureusement, Leguet, Échouer, Sabatier décèdent, et René Bousquet, il est assassiné avant son procès, parce qu'il y avait un procès qui courait contre lui, qui était sûrement le procès le plus important, puisque là, on mettait en cause l'État français dans toutes ses actions, et il est assassiné juste avant l'ouverture du procès. Donc en fait, le procès Papon, puisqu'il ne restait plus que lui, est le seul procès en France qui a jugé le rôle de l'État français dans la déportation des Juifs de France. En fait, c'est ça qu'on a réussi à faire, quoi. L'autre jour, j'étais à Sarlat, là, on parlait de ça avec un historien du procès Barbie, et on disait, quand j'expliquais ça, il y a une dame qui s'est levée en disant « Mais vous voulez dire que pour le rêve du Veldiv, il n'y a jamais eu de procès ?» Voilà, donc c'est d'où l'importance de ce qu'on a pu faire, quoi. C'est-à-dire qu'on était les seuls à avoir permis ça, là. Mais sur Bordeaux, il y avait Chaban-Delmas, donc Chaban-Delmas qui est un résistant authentique pourtant, qui a déclaré qu'il considérait Papon comme l'un des siens et qui a interdit surtout à tout son entourage de se joindre à nous. Alors, or, dans son entourage, il y avait 3 personnes importantes qui étaient le président du consistoire israélien de Bordeaux, le président de la LICRA de Bordeaux, de la Gironde, et une avocate qui était donc l'avocate du consistoire. Et personne ne bouge. Nous, on amène les preuves au président de la LICRA que son père était déporté par Papon, et malgré ça, il ne se joint pas à nous. Il a fallu attendre 1988, c'est-à-dire 7 ans après notre dépôt de plainte, pour que le consistoire israélite décide de se constituer partie civile. Alors moi, je me souviens, c'était à l'issue d'un repas qu'on avait fait chez lui là, avec Gérard Boulanger, et il a enfin, quand on a réexpliqué exactement ce qu'était la déportation, tout ça, il a décidé donc de se constituer partie civile. Et là, on savait qu'on avait gagné la bataille. 8 ans, tout seul, et dès que le consistoire israélite s'est constitué partie civile, donc Schwartz
a cassé l'interdit de Chaban. Dagepers, Caroline Dagepers, l'avocate, a cassé l'interdit puisqu'elle a été élue à la mairie de Bordeaux. Toutes les grandes associations se sont jointes à nous. Donc c'est là qu'on a eu le consistoire israélite central, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, les fédérations de déportés, les associations de résistants, etc., etc. Alors je vais vous faire passer un extrait d'une interview qu'on a fait il y a un an ou deux là, avec le président actuel du consistoire israélite de Bordeaux. Vous m'interrogez sur le fait de savoir pourquoi la communauté, c'est-à-dire en gros le consistoire israélite, n'est intervenu qu'en 1988, alors que les signaux lancés par Michel Sitaski et Jean-Marie Matisson ont été depuis 1981. Personnellement, j'étais juste membre de cette communauté et je n'étais pas responsable, mais d'après ce que j'en ai entendu, en tout cas, il était très clair que, comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire le moins de remous possible. Michel Sitaski était un personnage, évidemment, qui avait une énergie, un dynamisme sans pareil, mais qui, pour nous, si vous voulez, était pas inclus dans cette communauté juive. Il ne se revendiquait pas, en tout cas, et c'était quelqu'un qui était plutôt dans la contestation. Et comme vous savez, il y a un dicton qui dit que toutes les communautés juives, pour être bien intégrées et bien acceptées, doivent se soumettre aux règles de la ville. Et moi, j'estime que c'est peut-être dans ce cadre-là que le consistoire a souhaité aller dans cette direction. Après, il nous félicite, il dit qu'on a très bien agi et que sans nous, on n'aurait jamais... la communauté juive de Bordeaux n'aurait jamais pu obtenir réparation. Alors ça, c'est, si vous voulez, donc c'est l'avis au niveau bordelais. Et un jour, j'ai fait une conférence dans une synagogue à Paris, là, et le rabbin d'Alsace, qui était là, enfin qui remplaçait au même poste que Alain, on va dire, avec lequel on avait établi un dialogue, a dit de nous qu'on était des héros parce que ce qu'on avait fait était considérable. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait fait? On avait permis de juger et de condamner l'État français. Et puis on arrive en 95, et Jacques Chirac fait sa célèbre déclaration que tout le monde connaît, et qui dit que, en parlant de Pétain, que ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable, et que, manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Et suite à ça, donc, Papon est renvoyé devant la cour d'assises, il se pourvoit en cassation, et son pourvoi est rejeté en janvier 97, et le procès commence en octobre 97. Quand on se demande pourquoi l'affaire Papon a duré aussi longtemps, donc vous vous souvenez, 98, puisque le verdict a été obtenu en 98, sans parler encore de la cassation qu'il y a eu derrière, eh bien simplement parce que chaque fois qu'il y avait une décision qui était prise contre Papon, il se constituait en appel et après en cassation. Donc c'était simplement ce fait-là qui a retardé la procédure. Il n'y a jamais eu d'intervention quelconque ou autre. Enfin, à ma connaissance en tout cas, mais je pense que c'était suffisant comme explication. Alors, par contre, ce qu'il faisait, il faisait des procédures annexes, quoi. Il a porté plainte contre nous pour dénonciation calomnieuse, contre mon père en diffamation, voilà, merci, etc. Mais ça n'a pas empêché la procédure d'avancer et elle n'a été retardée que par ses appels et ses pourvois en cassation. Donc Papon, il est renvoyé devant la cour d'assises en octobre 97, mais premier problème pour nous, c'est que sur les 1597 déportés, il n'est jugé que pour 71 victimes. Que les victimes que nous représentons. Ce qui fait que on n'a pas pu le juger sur l'ensemble des convois, l'ensemble des déportés, 1597, et avec une conséquence directe, c'est qu'on n'a pas pu retenir un ordre d'arrestation signé par Papon, alors qu'ils étaient des centaines dans le dossier. Et lui disait, son avocat disait, je n'ai jamais signé un ordre d'arrestation, ce qui était vrai au vu de la procédure et des 71 victimes, ce qui était faux au niveau du dossier, puisqu'on en avait des dizaines et des dizaines. Autre conséquence, c'est qu'au moment du verdict, une des questions posées au jury était de savoir s'il était complice d'assassinat, et l'ordre d'arrestation s'est
réellement, enfin, clairement, une complicité d'assassinat. J'ai fait une conférence 10-15 ans après, et le Jean-Paul Jean, qui était le président de la Cour de cassation, qui fait un peu l'historique des grands procès, qui explique qu'il n'a jamais compris pourquoi Papon n'avait pas été poursuivi pour l'ensemble des victimes. Rien ne s'y opposait. C'est simplement une décision des juges bordelais de ne pas le faire. Toute la procédure est émaillée par des décisions qui vont en faveur de Papon, en notre faveur, en faveur de Papon, en notre faveur, voilà, jusqu'à la fin où il est condamné. Donc le procès commence. Normalement, initialement, il est prévu pour durer 3 mois. Il dure 6 mois. Le premier acte du procès, c'est la demande de mise en liberté de Papon. C'est-à-dire que quand les assises s'ouvrent, il est mis en prison, à la prison de Gradignan, et son avocat demande la libération de Papon. Et nous, l'ensemble des parties civiles s'y opposent, sauf Gérard Boulanger et moi-même, on a soutenu la demande de la défense. Pourquoi? Parce qu'on pensait que si Papon était resté en prison, il aurait fait comme Barbie, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas assisté au procès, il serait resté dans sa cellule. Vous vous souvenez, Barbie n'a pas. Et que le simple fait qu'il soit présent l'enfonçait, puisque sa personnalité était telle qu'on ne pouvait pas ne pas comprendre qu'il était l'auteur de tout ce dont on l'accusait. Il obtient un gain de cause, donc Papon arrive et il n'est pas en prison, mais il assiste au procès. Et on passe, les 2 premiers mois, c'est la personnalité de l'accusé, donc on a eu un défilé d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, etc., qui sont venus le défendre, soutenir Papon, dire qu'il était résistant. Alors chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait le défendre, nos avocats leur demandaient mais est-ce que vous avez connu Papon pendant la guerre? Personne ne l'avait connu pendant la guerre, donc voilà. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était des on-dit, Alors Papon jouait sur le fait qu'il a été résistant alors qu'il n'avait jamais été résistant. Il jouait sur le fait qu'il était ministre de Raymond Barre, avec Simone Veil d'ailleurs. Et une fois d'ailleurs, on a pu piéger Pierre Messmer, qui était un ancien Premier ministre. Et on lui pose à la fin de sa déposition, je crois que c'est Jakubowicz, qui lui pose la question, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Papon? Et il dit, à la place de Papon, j'aurais démissionné dès juillet 42. Donc, c'est tout ce qu'on demandait, quoi, en fait. Alors, Papon, je ne vais pas refaire son itinéraire. Il a été pétainiste ou Pétain, socialiste avant la guerre, socialiste après la guerre, puis gaulliste, et voilà, donc un opportuniste. Et puis, une fois qu'on a fait l'état civil de Papon, on a parlé aussi de l'histoire des massacres des Algériens à Paris, ce qu'on appelle la bataille de Paris, où il était aux commandes. Officiellement, il y a 2 morts, alors que nous, on avait relevé plus de 100 morts. Voilà, donc tout ça, on en a parlé, ça a permis de rétablir certaines vérités. Et puis après, on arrive à ce qu'a fait Papon, donc ce que moi j'appelle, et ce que le président de la Cour d'assises appelle, le cœur du crime contre l'humanité. Alors il y a 3 points sur lesquels il intervient. Le premier, c'est Papon et le service des questions juives falsifier les nationalités. C'est-à-dire qu'un jour, en juillet 42, on arrête, donc c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres, 18 juifs hongrois. À l'époque, donc ils sont enfermés au camp de Mérignac. Les Allemands demandent à ce qu'ils soient libérés parce qu'à l'époque, Hitler ne déportait pas les juifs hongrois parce qu'il y avait un accord avec la Hongrie. Ils sont libérés, ou pas, on ne sait pas. Et par miracle, ils deviennent roumains, c'est-à-dire qu'au lieu d'être nés à Budapest, Hongrie, ils sont nés à Bucarest, Roumanie. Et là, ils sont déportés. Ils déportent des catholiques. Il y avait 2 parties civiles qui n'étaient pas juifs, qui étaient catholiques, qui interviennent, les familles interviennent auprès du service des questions juives. Le service des questions juives fait son boulot, donc ils amènent des certificats de baptême, de curés, etc. Ils déclarent qu'effectivement, ils ne sont pas juifs et donc ils n'ont pas été déportés, mais c'est trop tard, puisqu'ils sont déjà déportés et déjà morts. Et après, il y a les enfants, le cas des enfants. Alors, on est en juillet 42. Les accords dont j'ai parlé tout à l'heure, Aubert Bousquet, ils sont signés en juillet 42, mais ils sont mis en application qu'au mois d'août 42. Et dans ces accords-là, donc, on donne les enfants aux Allemands. C'est-à-dire qu'avant, on ne déportait pas les enfants de moins de 15 ans, et là, on déporte tous les enfants, quel que soit leur âge. Donc, on a eu le cas de 2 déportés là, qui étaient présents au procès. Léon Ziegel, qui est connu parce qu'il a témoigné dans les collèges, lycées, etc. Et dans ma famille, on a 3 personnes
aujourd'hui personne, enfin qui sont décédés aujourd'hui, mais enfin qui étaient enfants à l'époque. Claude, Eliane et Jackie Alisvax, donc qui ont été sauvés parce qu'ils étaient dans une prison de Bordeaux. Et il y a un policier qui les reconnaît, qui était un ami de la famille, qui les sort et qui les confie à mon père. Donc mon père leur fait passer la ligne de démarcation et puis ils ont été sauvés comme ça. Mais c'est les seuls, hein. Il y a eu trois sauvetages. Et dans les ordres et dans les listes d'ailleurs de ces enfants, on retrouve Boris Cyrulnik, là, qui était aussi concerné par la déportation bordelaise, hein, qui a été sauvé de justesse, par miracle, de la synagogue, qui avait été transformée à l'époque en prison. C'est la seule synagogue en France qui était devenue une prison. Et on arrive après, donc c'est fait, on arrive à la résistance. Et là, on voit que, en fait, tous les actes de résistance de Papon, ils viennent du commissaire de la République, qui, au moment de la libération, il arrive à Bordeaux. Pour l'anecdote, il vient de Limoges en vélo à Bordeaux. Et avant d'arriver à Bordeaux, il demande où est-ce que je vais, chez qui je vais pouvoir aller. Et il se trouve qu'il n'y avait plus de résistance à Bordeaux. Il avait été décapité par les Anglais. Pourquoi ? Parce qu'à Bordeaux, c'était une résistance antisémite et d'extrême droite. Et les services secrets anglais ont décidé de tuer tous les chefs de la résistance. Donc on a eu le témoignage de ce tueur à gages là, qui est venu au procès, qui expliquait comment il avait fait pour aller à Andernos, à Arcachon, à Bordeaux, dans la banlieue, etc., qu'il avait assassiné tous les chefs d'extrême droite de la résistance bordelaise. Donc le commissaire de la République arrive et puis il a personne chez qui aller. Et donc on lui dit, mais va chez Papon, je l'ai connu avant-guerre et tout. Et donc il se rend chez lui. Et Papon l'héberge et il devient résistant comme ça, c'est-à-dire. Alors il faut savoir que c'est le dernier jour, c'est le jour même de la libération, du débarquement, pardon. Donc quand on parle de résistant de la dernière heure, lui c'est un résistant de la dernière seconde. Mais seulement c'est resté et il a été considéré résistant grâce à ça, quoi. Et après, surtout après-guerre, il n'y a pas eu d'épuration. L'épuration sous Pétain était beaucoup plus violente que sous De Gaulle, qui, lui, il était omnibulé par deux soucis. C'était l'indépendance de la France vis-à-vis des Américains, au niveau externe, et au niveau interne, il voulait lutter efficacement contre le parti qui était le parti majoritaire après-guerre, qui était le Parti communiste. Première élection après-guerre, le Parti communiste fait 60% des voix. Et c'était une élection municipale. Et après, le dernier point, puis je vais en arrêter sur le procès, je reviendrai si vous avez des questions, bien sûr. Il déclare aussi qu'il a sauvé 300 personnes. Alors, ces 300 personnes ont bien été sauvées, mais aucune n'a été sauvée par lui. Donc, si vous voulez, il a usurpé les gens qui avaient sauvé ces personnes. Tout ça, ça a été fait par des enquêtes de gendarmerie que faisait Et donc, il arrive au verdict, et au verdict, l'avocat général, le procureur de la République demande 20 ans de réclusion, et à une voix près, il n'est pas condamné à 20 ans, et donc il est condamné à 10 ans de réclusion. Voilà, je vais en rester là, parce que bon, après, il y a... Alors, ce que je voudrais, c'est parler un peu de laïcité, parce que c'est quelque chose d'important, enfin, en tout cas, dans ma démarche. Et que pour moi, c'est lié, si vous voulez, tout l'universel, le fascisme, la laïcité. Moi, je considère que la laïcité, c'est la meilleure arme contre le fascisme et contre l'antisémitisme, entre autres. Ma définition de la laïcité, alors ça a été dit, je crois, par Valérie, donc j'étais président du comité Laïcité République. C'est moi qui, lorsque j'étais président du comité Laïcité République, ai introduit la devise « La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une », donc est devenue la devise du comité Laïcité République, qui a été reprise par certaines organisations, dont le Grand Orient de France. Voilà, et donc pour moi, la laïcité, si vous voulez, c'est quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il est inutile de la compliquer ou de lui coller un adjectif. Elle vise l'intérêt général de la République et non pas des intérêts particuliers. C'est d'abord un principe de stricte égalité des citoyens, quelles que soient leurs origines. C'est ensuite une philosophie basée sur les droits de l'homme et du citoyen. C'est enfin un corpus juridique basé sur la loi de 1905 qui institutionnalise la séparation des églises et de l'État,
qui interdit le financement, le salariat des églises et qui enfin oblige les agents de l'État à respecter une stricte neutralité. Être citoyen, ce n'est pas appartenir à une confession. En tant que membre d'une confession, tu n'es rien. En tant que citoyen, tu es tout. Comprendre cela, c'est être républicain. Et de la même façon que le juif est le baromètre de l'histoire, la femme est le baromètre de la laïcité, s'en prendre à eux, c'est s'en prendre à l'humanité et à l'universel. Voilà deux phares de la laïcité qui permettent de rester dans les rails de la République. La laïcité est universelle et se servir d'elle pour rejeter une partie de la population est en fait du fascisme. C'est ce que fait le Front National aujourd'hui. La laïcité est un principe d'émancipation et non pas de soumission. Voilà, donc je voudrais simplement rebondir là-dessus pour avoir un petit lien avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc vous avez bien entendu ce que je dis, hein, c'est que le juif est le baromètre de l'histoire et la femme le baromètre de la laïcité. Donc le 31 octobre, je parle de cette année, hein, sur France Inter, Guillaume Meurice déclare que Netanyahou est un nazi sans prépuce. Le 30 octobre, c'est la chasse aux juifs au Daghestan. Le 27 et le 28 octobre, à Lyon, il y a une école juive qui est taguée « Mort aux Juifs, vive la Palestine ». À Aubervilliers et dans d'autres parties en France, on marque les maisons avec la croix juive. Le 13 octobre, Khalid Macha, le chef du Hamas, appelle les musulmans du monde entier à adopter une journée de djihad mondiale. Le 13 octobre, à Arras, le même jour, on assassine Dominique Bernard, qui est une victime directe des nazis islamistes. Le 7 octobre, en Israël, l'inconcevable est arrivé. Donc cette sentence que je prononce depuis quelques années, malheureusement a été prémonitoire. Et donc quand je parle de juif qui est le baromètre de l'histoire, c'est le grand rabbin Citruc qui l'a prononcé au cours du procès Papon. Et quand elle rejoint une phrase d'ailleurs que j'ai lue récemment dans les carnets de Cincinnatus, qui est que l'antisémitisme est comme un canari dans la mine. C'est-à-dire que quand on s'en prend aux juifs, il y a danger pour la société et la civilisation. Et si on regarde le combat des femmes en Iran, en Afghanistan, on voit bien qu'aujourd'hui, cela conduit aux mêmes nazis islamistes. Et quand ces femmes-là se battent au péril de leur vie contre le voile, en fait, elles ne le font pas pour l'imposer à leur tour à leurs tortionnaires, mais elles le font pour libérer toutes les femmes du monde. C'est en ça que c'est un combat pour l'universel. Et aujourd'hui, donc, on a 3 formes d'antisémitisme qui apparaissent. L'antisémitisme vert, c'est-à-dire islamiste. Le juif doit être chassé d'Israël. L'antisémitisme brun, c'est-à-dire celui de l'extrême droite, pour laquelle le juif a toujours été un étranger qu'il faut éliminer. Et il ne faut pas se leurrer aujourd'hui si le Rassemblement national soutient Israël, c'est juste parce qu'ils ont un adversaire commun. Et enfin, l'antisémitisme rouge, c'est-à-dire la gauche française, qui se cache confortablement dans un antisionisme qui, comme disait Yankelevitch, est une permission d'être démocratiquement antisémite. Voilà, mais c'est toujours le même qui est visé, c'est-à-dire le juif. Et disant cela, je ne confonds ni les Palestiniens, ni les Israéliens, ni les terroristes du Hamas. Les Palestiniens et les Israéliens sont tous les deux victimes des terroristes du Hamas. La violence du Hamas apparente à la pire des barbaries nazies, quand celle de l'État d'Israël s'apparente à une violence de réaction. Pour la première fois de ma vie, moi, Français depuis des générations, je ressens ce qu'ont dû ressentir les Juifs en 1933 en Allemagne ou en 1941 en France, expérience profondément troublante. C'est ce que déclare Jean-Pierre Sakoun, qui était là, je crois, la fois avant moi, et qui est un ami président d'Unité laïque. Et donc, comme je le répète, la laïcité reste la meilleure arme contre l'antisémitisme. Voilà où on est arrivé le monde, l'inconcevable est arrivé. Il aura fallu qu'Israël vive le pire pogrom depuis la Shoah pendant quelques heures, pendant lesquelles les nazis islamistes ont violé, torturé, arraché les yeux, brûlé, décapité femmes, enfants, bébés, fœtus, pour que la haine antisémite gagne le monde. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Merci Jean-Marie. On va faire un petit break et puis passer ensuite aux questions. Parlons laïcité. RERS, Évry-Centre-Essonne, propose une formation « Valeurs de la République et laïcité ». Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise.
La formation Valeurs de la République et laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir le vivre ensemble et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 01 69 36 25 14. 01 69 36 25 14. Parlons laïcité, le débat. Merci Jean-Marie pour ce témoignage bouleversant. Et puis on va passer tout de suite à vos questions-réponses. Je n'ai pas une question, M. Matisson, c'est un plaidoyer pro domo. Les gens qui refusent en 1942, il y en a aussi, ça s'appelle la Corse, avec le préfet de Corse et toute la population. Il y a Franco qui refuse à Hitler, droit dans les yeux, de livrer les Juifs espagnols. Et il y a surtout le sultan du Maroc qui dit « Moi, c'est des Marocains, je ne sais pas de quoi vous me parlez ». Donc c'est un plaidoyer, comme vous disiez tout à l'heure, par l'absurde. Si on était capable de le faire, on pouvait le faire sans problème aucun. Oui, plusieurs questions, parce que c'était très intéressant et merci pour cette intervention. Une question, est-ce que Maurice Papon, d'après vous, était plutôt quelqu'un d'un opportuniste sans foi ni loi ou est-ce qu'il était foncièrement antisémite? Ça, c'est une première question. J'ai une deuxième question, vous parliez de Guillaume Meurice, connaître un petit peu son travail, je ne le sens pas du tout antisémite, donc je voulais avoir votre avis par rapport à la remarque qu'il a faite, qui était une vanne qu'on peut ne pas apprécier. Et puis la dernière, c'est peut-on critiquer la politique d'Israël sans être traité d'antisémite? Je pense plutôt que c'était quelqu'un qui cherchait l'efficacité et quand il fallait être efficace sans compter les vies et les... Voilà, il le faisait, quoi. Et puis pour lui... mais je vous dis qu'il n'a jamais eu ni une parole de regret, ni une parole d'excuse. Non, je pense qu'il avait un fond quand même... il se sentait supérieur, quoi. C'est clair. Sur Meurice, de France Inter, il a été largement au-delà de ce qui était autorisé, quoi. C'est-à-dire comparer Netanyahou à un nazi, c'est juste impossible, quoi. Quand on a été... c'est comme si on nous comparait, nous, à des nazis, et qu'on mettait sur un pied d'égalité ou un signe égal entre les deux, les déportés à Auschwitz et les Allemands qui... voilà. C'est pour ça que je pense que c'est très grave, parce qu'il y a malheureusement aujourd'hui une montée de l'antisémitisme dans le monde entier. Il n'y a pas qu'en France, dans le monde entier, quoi. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et qu'en France, on ne doit pas se permettre justement ce genre de dérapage, parce que pour moi, c'est un dérapage, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Sur Israël, bon, ben on est d'accord, hein, je l'ai dit, hein, l'État d'Israël a commis des fautes, Netanyahou a commis encore et a commis des fautes, mais on peut lui dire, et en Israël, les Israéliens s'expriment, lui disent, ils s'opposent. Israël est une démocratie dans laquelle tout le monde peut s'excuser, s'exprimer, et voilà. Vous savez que pendant 3 ou 4 mois, il y a eu... les rues d'Israël étaient remplies d'opposants au régime, qui est un régime fasciste. On peut pas ne pas le nier. Hein. Netanyahou est un fasciste, mais c'est pas pour autant que ce qui s'est passé le 7 octobre soit équivalent à ce que fait l'armée israélienne. Le Hamas s'est comporté comme des nazis, je répète, hein, en égorgeant les enfants, en décapitant les femmes, les bébés, etc. Alors que l'armée israélienne, elle réagit, quoi. Elle tue des gens, c'est sûr, mais par réaction. Et c'est vrai que les morts se valent, hein, qu'ils soient en Palestine ou en Israël, mais on ne peut pas les mettre sur le même pied, quoi, c'est sûr. Et moi, je pense réellement que les Palestiniens sont pris en otage par le Hamas. Ils sont autant victimes qu'Israël de ce que fait le Hamas. Et d'ailleurs, je ne sais pas, récemment, là j'ai vu qu'il y avait une femme palestinienne qui pleurait la mort de son fils ou de sa fille, et qui remettait en cause et qui traitait le Hamas responsable de la mort de sa fille, quoi. Et il a fallu que les gens du Hamas qui étaient présents la bâillonnent, l'empêchent de parler.
Voilà, donc c'était simplement à ce niveau-là. Mais je pense très honnêtement qu'en France, il faut qu'on fasse très attention parce que l'antisémitisme, il est sous-jacent, il va revenir, quoi. Et donc, c'est pour ça que les propos de Guillaume Meurice sont intolérables, inacceptables. On peut faire de l'humour, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte l'humour, mais pas celui-là, en tout cas. Voilà. Oui, moi, je voudrais revenir un peu sur la période Papon et De Gaulle. Il y a un truc ambigu dans cette histoire. Il y a une ambiguïté terrible. De Gaulle, quelle attitude avait-il vis-à-vis de Papon ? De Gaulle, comme j'ai expliqué, il avait un souci, c'était rétablir l'ordre en France après-guerre. L'épuration sous De Gaulle a été beaucoup moins dure. Elle a été, pour ainsi dire, nulle. Il n'y a pas eu d'épuration, alors que sous Pétain, elle était beaucoup plus forte, quoi. Par exemple, Papon, à la sortie de la guerre, il passe devant un comité d'épuration et il obtient la note de 4 sur 5. À 5, quand vous étiez passé devant un comité d'épuration, vous étiez fusillé sur place. Enfin, et 4 sur 5, il a échappé de justesse, quoi. Et c'est grâce au commissaire de la République qu'il a pris dans son équipe qu'il a eu la vie sauve, quoi, et qu'il a été sauvé, intégré, et après il est devenu... Je pense que De Gaulle le savait. Tout le monde le savait. Il y avait des gaullistes bien connus, de Gabriel Delaunay, donc qui a toujours dit que Papon n'avait jamais été résistant. Voilà, il y en avait 2 ou 3 autres comme ça qui le savaient. Il a gardé, comme il a gardé avec lui d'autres personnes, hein, il n'y a pas de mystère. Alors, vous connaissez la théorie de Gaulle, hein, la France était à Londres et elle n'était pas à Vichy, et donc voilà, seulement la France, elle avait des bons côtés, des mauvais côtés, donc ça fait partie des mauvais côtés de la France. Mais il ne faut pas le nier, la France était représentée par Vichy et ses saloperies, quoi. Alors moi, j'ai une volonté de jouer le candide, un petit peu en posant des questions un petit peu simples pour des termes qui paraissent pourtant évidents. On entend parler du mot Shoah, du mot Holocauste, mais déjà, qu'est-ce que veut dire ces mots ? Alors déjà, pour nous, enfin en France, on ne parle pas d'Holocauste, hein, parce que l'Holocauste, d'abord, c'est un terme qui est utilisé par des écrivains chrétiens après-guerre qui tentent, enfin en tout cas pour nous, tentent à amenuiser le crime. C'est-à-dire qu'un holocauste, c'est un sacrifice à Dieu, et donc l'auteur de l'Holocauste, il fait un service religieux au nom de Dieu, quoi. Et donc c'est ça, là, voilà. Et en France, on n'appelle pas ça l'Holocauste, on l'appelle la Shoah, qui veut dire, enfin, qui n'a pas de définition en fait, hein. C'est un terme qui veut dire le drame absolu, voilà, qui est celui qu'a choisi la population, les Juifs de France, quoi. C'est en fait, c'est comment il s'appelle, Lanzmann qui met ce terme-là et qui a été retenu et qui est maintenant, voilà. Mais c'est vrai que dans la culture américaine ou anglo-saxonne, on parle d'Holocauste, parce que je pense que pour eux, ça n'a pas, sûrement pas le même sens. Moi, je suis pas assez anglophone pour le dire, mais en tout cas, l'Holocauste, pour moi, je refuse de l'utiliser comme terme. Autre question également candide. On a parlé, dans l'intervention, tu as parlé, Jean-Marie, de juste parmi les nations. Ça veut dire quoi, juste parmi les nations ? Les justes parmi les nations, il faut savoir d'abord que sont nommés justes parmi les nations des personnes qui sont désignées par des gens qu'ils ont sauvés. Si moi, par exemple, je voulais être juste parmi les nations et que je posais ma candidature, elle serait refusée, parce que j'ai personne qui va demander à ce que je sois juste parmi les nations. Donc ce sont des personnes qui ont été sauvées pendant la guerre, il y en a beaucoup, heureusement, et qui sont désignés comme justes parmi les nations, mais il y en a qui sont reconnus comme tels, qui n'ont jamais été désignés justes parmi les nations, parce que les personnes qu'ils ont sauvées n'ont soit été décédées, soit n'ont jamais fait la demande. Dans ma famille, par exemple, mon père passe la ligne de démarcation, et quand il passe la ligne de démarcation, il est conduit par un passeur, donc il est avec sa sœur, qui vit en Israël, il est avec les 3 enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, Jackie, Eliane et Claude Alice Vax, et puis donc cette personne-là le fait passer la ligne, et puis elle lui dit à un moment, elle lui dit je n'ai qu'un œil, mais c'est le bon, tu peux me suivre.
Voilà. Donc il explique ça au cours du procès. Et quelques jours après, la personne se reconnaît. Et on dit, le Borne dont on parle là, c'est moi. Et donc, quand mon père l'a appris, il a demandé à ce qu'il soit désigné juste parmi les nations, ce qu'il a obtenu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi, si vous voulez. Autre question, Pétain et Papon. Y avait-il des relations entre eux ou Papon exécutait juste des ordres qui étaient donnés par en haut et qu'il recevait sous forme de directives? À son niveau, je pense que secrétaire général, il n'avait pas de relation directe avec Pétain. Hein. De toute façon, Pétain, il passait par René Bousquet, par Le Gay, et donc non, il n'avait pas de relation. Hein. Et Pétain, on peut parler des relations Pétain-De Gaulle, si vous voulez, puisque ça fait partie d'un autre mensonge, d'un autre grand procès d'après-guerre, hein, quand Pétain et Laval sont jugés pour indignité nationale. Ils sont leur avocat, qui s'appelle Maître Isorni, déclare que pour la défense de Pétain et Laval, hein, donc toujours souvenez hein, que la défense a toujours le droit de mentir, donc il sort ce qu'on appelle la théorie du glaive et du bouclier, c'est-à-dire que Pétain a protégé les Juifs de France, pendant que De Gaulle, le glaive, donc De Gaulle, s'armait et revenait bouter le nazi hors de France. Voilà, ce que De Gaulle a démenti immédiatement à son retour. Dès qu'il a appris la chose, et en fait c'est une contre-vérité absolue, et donc on a plusieurs preuves là-dessus, c'est intéressant parce qu'on a des preuves. Le premier statut des Juifs il est annoté de la main de Pétain, donc je l'ai là, enfin bon, que je présente quand j'ai un écran, et on voit très bien qu'il rajoute des professions pour pouvoir être déporté à la main de son écriture, donc entre autres les enseignants. Il barre d'un trait une ligne qui prévoyait que les Juifs en France avant 1860 ne soient pas déportés, ne soient pas considérés comme dans le statut des Juifs en France. Or, il se trouve qu'à Bordeaux, c'est une communauté, ce qu'on appelle des Juifs maranes, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Espagne dans les années 1500. Ils vivent en France depuis 500 ans, donc plus français qu'eux, tu as beaucoup de mal à faire, et ils ont été déportés quand même. Voilà. Donc Pétain n'a pas sauvé les Juifs de France, au contraire. Et c'est une contre-vérité, donc ce que reprend Zemmour. D'ailleurs, Zemmour, il s'en est pris à nous aussi. Il écrit un livre et il y a un chapitre consacré à Papon où il nous remet en cause. Voilà. Il nous accuse à nous, partie civile, d'avoir tiré une balle dont Papon a été victime. Voilà, une balle perdue tirée par des socialistes contre Papon. On va peut-être faire un petit tour auprès de notre Jean Cry, qui nous encore en train de dessiner. Je le vois avec son stylo, pour voir un petit peu quelles sont les premières œuvres qu'il a réalisées pendant l'émission. Merci. Alors, parmi les dessins, j'ai trouvé ça, effectivement, c'est difficile comme thématique. Voilà. Je suis désolé. Ouais, voilà. Donc, un de mes dessins, parce que, voilà, moi, je suis aussi attaché à la liberté. En tant que dessinateur, en plus, on en prend pas mal aussi, nous aussi. Et donc le dessin, c'est la collaboration avec les fascismes, puisqu'il y a des fascismes, on en parlait tout à l'heure. C'est le venin de la démocratie. Et puis il y a quelqu'un qui est penché et puis qui dit chut, pas de vague. Puisqu'effectivement, si on s'était élevé et qu'on avait dit non, on n'en serait peut-être pas là. Un autre, toujours autour du procès Papon. Donc procès Papon, la honte française de la collaboration. Un homme qui tient un drapeau français, donc bleu, blanc, rouge, avec le rouge qui est sanguignolant et qui coule. Et qui dit il n'était pas seul. Parce qu'on n'est pas seul quand on fait tout ça. Juste si on peut s'arrêter là. Papon, il a toujours affirmé qu'il ne savait pas que le sort réservé aux victimes. Et premièrement, et deuxièmement, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Donc pour Papon, son chef était responsable et pas lui. Pour Sabatier, son chef était responsable et pas lui, donc c'était Le Gay. Pour Le Gay, son chef était responsable et pas lui, Bousquet. Pour Bousquet, son chef était responsable et pas lui, Pétain. Et pour Pétain, c'était Eichmann. Et pour Eichmann, Hitler. Donc à les entendre tous, il n'y aurait eu qu'un seul coupable, Adolf Hitler. Voilà.
un système de défense qui est tout à fait scandaleux quoi, par rapport à ce qui a été fait. C'est effectivement le cas qu'on a souvent, c'est jusqu'où à un moment on dit je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Parce que le procès Papon, si vous voulez, il a permis c'est à la fois un procès pour la conscience universelle et un procès qui a posé la question, j'en ai parlé au début, sur le devoir de désobéir. Est-ce qu'on a le droit ou pas de désobéir quand un ordre il devient un ordre inique, quoi. Alors, sur la connaissance de la déportation, il y a une particularité sur Bordeaux, c'est qu'il y a une dame qui est déportée, qui se retrouve dans un convoi qui l'amène à Auschwitz. Et il se trouve que cette femme, c'est la fille du chef des services secrets français d'avant-guerre, donc il se trouve à Londres. Et son père donc intervient auprès du chef des services secrets allemands pour lui demander de sauver sa fille, ce qu'il fait. Elle arrive à Auschwitz et au lieu d'être envoyée soit au four, soit dans les camps d'Auschwitz, elle est gardée devant le camp, dans une prison donc, qui est là, elle reste pendant une semaine, elle voit ce qui se passe, et elle est libérée. Et la première chose qu'elle fait, elle revient à la préfecture de la Gironde pour dire à Papon et à Sabatier qu'est-ce qui se passait en fait, quel était le sort qui était réservé aux Juifs. On est en 1943, donc il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Oui, et puis ça peut être le seul qui ne savait pas, quoi. C'est un peu étonnant. Et puis dernier dessin, puisque vous parliez de la laïcité qui n'est pas une opinion, mais c'est la liberté d'en avoir une. Vous citiez ça, et donc on a quelqu'un un peu cagoulé, version Black Bloc, qui dit ok, mais tu te tais quand même, parce que effectivement tout a été dans le mutisme et dans la lâcheté générale. Oui, bien sûr. Que ça permet ça. Merci d'avoir dit. Alors, c'est vrai que je voulais revenir sur la notion dans le dessin de Jean-Cry de pas de vague. On essaye cacher tout, de ne pas faire de problème. Bon, ça a entraîné le pas de vague, l'assassinat de professeurs, hein. Enfin, surtout Samuel Paty, même si Dominique Bernard a été assassiné récemment également, mais Samuel Paty, on le dit souvent, il n'aurait pas fait ce cours, il n'aurait pas été tué, il aurait été sûrement condamné par l'administration, qui l'avait lâché finalement, honteusement. Donc finalement, ce pas de vague, ce livre que tu as écrit, ces conférences que tu fais des vagues. Oui, bien sûr. Quelles conséquences tu vois de ces vagues du coup ? Est-ce que tu vois des éléments qui font résonner dans la tête des gens, alors soit de manière générale et politique, soit de manière individuelle pour les personnes ? Oui, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mon combat, c'est sur la laïcité et sur la mémoire et la transmission. Et donc, tu as cité le cas de Samuel Paty, Unité laïque a pris le dossier en main, on va dire, et elle a créé une action qui s'appelle Honorer Samuel Paty, Honorer la République, qui se passe avec la sœur de Samuel Paty, une des sœurs de Samuel Paty, Michael Paty, et avec le président de l'Association des maires de France. Et donc, moi, je sais que dans ma région, hein, puisque je m'occupe de la région sud-ouest, je vais voir les maires, je rencontre les maires et je leur parle donc de ça pour expliquer que, premièrement, il est important d'honorer la mémoire d'un enseignant, mais également que c'est important parce que ça permet, comme eux, ils sont les derniers remparts de la citoyenneté en tant que maire d'une commune, de se démarquer par rapport à toutes les atteintes fascisantes qui peuvent les entourer, et aujourd'hui il y en a de plus en plus. Voilà, et donc je sais que ça résonne, et souvent je me souviens d'un maire que j'ai vu à Castel-Sarrazin, en Tarn-et-Garonne, c'est là où mon père était résistant, et donc on a à la fois évoqué les faits de résistance de son père à lui et de mon père, et puis de la nécessité de donner des noms d'établissements, d'écoles, de collèges ou de lycées à Samuel Paty. Voilà, c'est tout le combat qu'on mène aujourd'hui avec Unité laïque. Ce que vous venez de dire concernant le silence, je dirais, ou le fait que les gens ne parlent pas, c'est pour partie d'une pacadérie de la population qui ne veut ni voir, ni entendre, ni sentir, et qui dit toujours « je ne vais pas le savoir », et qui ménagent leur tranquillité ou d'esprit ou physique. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début concernant la véracité des choses, l'histoire. Je crois que c'est le mot que vous avez dit. Alors qu'effectivement, dans toutes les
dans tous ces problèmes que nous avons, que nous rencontrons dans l'histoire. Et on va raconter celle de Papon. Et puis actuellement, que ce qui se passe en Ukraine, ou ce qui se passe dans le Proche-Orient, le rapport à la vérité est toujours remis en cause. Et c'est pour moi le point le plus important et le plus délicat. Parce que le mensonge, c'est quand même à l'origine de beaucoup du plus grave des difficultés. Et comment pensez-vous ce qu'il faut faire pour que cette vérité, au-delà des fake news, au-delà des représentations, au-delà des préposés, des supposés que l'on a, des préjugés que nous avons les uns les autres, pour obtenir et déchiffrer, découvrir ce qu'est la vérité et en être convaincu pour la vivre. Oui, enfin, vous avez très très bien résumé le problème, quoi. C'est-à-dire que le mensonge et le silence, c'est-à-dire que celui qui refuse de se prononcer par rapport à une vérité ou par rapport à un mensonge est à mon avis aussi dangereux que celui qui ment. Et on voit bien aujourd'hui que le laisser-faire, le pas de vague, ça a été dit tout à l'heure, sont des actes qui conduisent forcément à un état fasciste, quoi. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est en tout cas ce que moi je fais, c'est ce qu'on fait à Unité Laïque, c'est de se battre et de s'engager pour la vérité, pour dire la vérité, et voilà, de dire que la vérité. De la même façon que lorsque, dans un procès, là je l'expliquais tout à l'heure qu'il y avait une vérité, c'était un des problèmes du procès Papon, c'est est-ce qu'on doit faire intervenir des historiens ou pas, est-ce que la vérité historique est importante ou pas. Moi je ne parle que de ce que j'ai vécu, moi j'ai assisté à toutes les audiences du procès, et ce dont je me fais l'écho, c'est de la vérité judiciaire. Par exemple, quand je dis que les enfants ont été déportés par Papon alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, c'est ce qui ressort du procès d'assises de la Gironde. Et quand je dis ça, il y a des professeurs d'histoire qui me reprennent, qui me disent qui m'insultent même en disant que c'est faux, parce que effectivement c'est les accords Aubert-Bousquet qui faisaient que on pouvait donner, entre guillemets, le terme mal choisi, mais que en tout cas l'État français voulait faire déporter tous les enfants. Or à Bordeaux, il y a des demandes, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, et il n'y a jamais eu la réponse pour dire qu'il fallait déporter, et il le fait quand même. Ça, c'est ce qui ressort de la vérité judiciaire. Je sais pas, moi je pense que c'est à chacun de nous de se comporter en homme, en être humain, et de dire et d'affirmer la vérité, et ne pas avoir peur, bien sûr. C'est important, quoi. Je pense que... Mais c'est vraiment un problème aujourd'hui, c'est sûr. Oui, j'ai une question sur vous avez dit au début qu'il y avait des recherches de généalogie, en fait, pour savoir qui était juif, qui n'était pas juif. Mmh. Et est-ce que vous savez, vous avez dit que ça avait commencé avant-guerre, qu'il y avait eu des recherches au préalable, avant la guerre, avant le... Non, je pense pas. Simplement qu'il y avait eu des recensements qui avaient eu lieu avant Pétain, et qui avaient servi à dire qui était juif ou pas juif, quoi, simplement, et qui ont été repris après par Pétain. D'accord. Je vous pose la question parce qu'en fait, ma grand-mère a été arrêtée. Elle ne savait pas qu'elle était juive. Elle avait été baptisée. Ses parents étaient d'Europe de l'Est, de Budapest. Mmh. Et en fait, à cette occasion, elle a découvert qu'elle était juive. D'origine, hein, oui. D'origine juive. Mmh. Et donc, du coup, je sais plus en quelle année, je ne sais pas en quelle année c'était parce qu'elle me l'a pas précisé. J'étais enfant quand elle m'en a parlé. Et du coup, je me dis, mais comment ça s'est su, quoi? Comment la Gestapo, comment ça s'est su? Dans les recensements, on ne parlait pas de ça, on ne demandait pas ça. Hein, mais oui, ça peut être une dénonciation, ça peut être... D'autant plus que si vous me dites qu'elle était de Budapest, ils étaient hongrois et donc au départ, ils n'étaient pas déportables. Les juifs hongrois n'étaient pas déportables, ils n'ont été déportables qu'après, quoi. Non, je ne sais pas, hein, l'origine, ça, j'ai pas les informations. Est-ce qu'on ne fait pas référence au fichier de naturalisation en masse qu'il y a eu sous le Front populaire? Puisqu'en fait, ils ont demandé la dénaturalisation française en fonction des naturalisations qu'il y avait eu
de plus de 100 000 personnes, de 27 à 36. Et ces fichiers-là existaient. J'en ai jamais entendu parler, je peux pas vous répondre. La seule chose que je sais, c'est que ce qui s'est passé dans le procès de Bordeaux, c'est que on recensait les Juifs et que les premiers recensements ont été des recensements faits avant-guerre, qui ont été utilisés, qui étaient dans les préfectures et qui donc après ont été... Moi je sais par exemple que beaucoup de familles juives du procès allaient se faire recenser et présenter les médailles militaires qu'ils avaient reçues pendant la guerre 14-18, etc., etc. On voit annoter à la main médailles militaires, etc., sur les fiches de recensement. Mais le seul cas qu'on a de personnes qui ont été reconnues comme catholiques et non juives par Pétain, enfin par l'administration de Vichy, voilà, il y a eu un cas, mais pourquoi? Parce qu'ils recevaient des certificats de baptême, des certificats des curés de leur paroisse, et ils n'auraient jamais dû être déportés, mais seulement c'était trop tard, quoi. Le temps que le service des questions juives fasse son boulot, ça mettait 7-8 mois, et dans le mois suivant, ils étaient déjà partis à Auschwitz, quoi. D'où l'importance aujourd'hui de continuer à interdire les fichiers à base religieuse. Bien sûr. Et ethnique. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Bien que ça soit très difficile, je peux vous dire qu'il y a des gens, des professionnels du mailing, enfin, ou des fichiers ethniques qui sont capables de vous dire par quartier, par adresse, par prénom, par nom, si des origines, même s'il peut y avoir des erreurs, ils sont capables de le faire, quoi. Mais c'est vrai que ça doit être interdit, c'est sûr. Alors tout à l'heure, tu évoquais la responsabilité qui était renvoyée toujours au supérieur hiérarchique et au supérieur de hiérarchique. Ça m'a fait penser au responsable n'est pas coupable, qu'on a pu entendre dans l'affaire du sang contaminé notamment. Mais ça me fait penser aussi à la banalisation du mal, comme disait Hannah Arendt. Oui, bien sûr. On fait respecter les ordres. Un commentaire. Oui, non, mais ça vient de Eichmann, tout ce que l'on dit là. Le syndrome d'Eichmann, c'est ça, c'est-à-dire que, premièrement, il n'est pas coupable, mais il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et Eichmann, c'est le grand organisateur de l'extermination des Juifs, qui a fait les accords de Wannsee, enfin qui était présidé des accords de Wannsee, tout ça, qui a été retrouvé bien longtemps après-guerre, en Amérique du Sud, et qui a été conduit à Jérusalem et jugé et condamné à mort à Jérusalem. Et alors, la particularité de Eichmann, mais qu'on retrouve aussi chez Papon, c'est que ce qu'ils ont fait est tellement dur, parce qu'ils ont quand même des êtres humains, hein, ils ont un cerveau comme vous et moi, et donc ils voient bien qu'ils ont fait des saloperies quand même, hein, et qu'à un moment donné, c'est plus eux qui ont commis ça, c'est-à-dire qu'ils se dédoublent. La personnalité se dédouble, c'est ce qui s'est passé avec Eichmann au procès de Jérusalem et ce qui s'est passé avec Papon au procès de Bordeaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, les audiences, elles avaient lieu tous les après-midi, donc ça allait de 2h jusqu'à 18h ou 19h. Et puis on parle de lui, enfin on parle de ce que le service a fait, les arrestations, comment il a organisé les rafles dans les arrondissements de Bordeaux, enfin, etc., etc. Et à un moment donné, il se lève et puis il dit mais de qui parle-t-on ici? C'est-à-dire que pour lui, c'était plus lui, quoi. Et parce que c'est trop difficile à supporter. Et voilà, ils ont fait ça a été tellement grave et tout que pour continuer à vivre, ils sont obligés de s'en extraire et de s'en dégager, quoi. C'est ce qu'a expliqué Hannah Arendt, justement. Oui, ce que vous dites en rappelant le mot de Arendt, un sujet du projet Eichmann, pour souligner le caractère ordinaire de certains criminels, me fait penser que quand même... En 1940, le statut des Juifs en France, c'est aussi le résultat de siècles d'antisémitisme, d'une tradition très longue, en France et ailleurs et dans d'autres pays, et que cette tradition, quand elle existe, elle a des fondements pas seulement religieux ou par rapport à la religion, mais culturels et fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il me paraît très important de veiller aujourd'hui à ce que ça ne réapparaisse pas insidieusement dans les esprits et que tout cela doit être regardé avec beaucoup d'attention afin que ça ne revienne pas d'abord dans le langage et puis après dans les pensées, puis après je vous laisse faire. Dans les blagues de mauvais goût,
comme celle dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, non, mais c'est sûr qu'il faut être très vigilant, c'est très très important. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre, que moi je continue à témoigner. Je vais dans les collèges et les lycées où il y a des enfants d'ailleurs de toute origine, hein, et chaque fois ça se passe très bien, quoi. Même certains se sentent concernés. Je me souviens d'un élève d'origine afghane là, qui posait tout le temps des questions sur le crime contre l'humanité, comment ça se faisait pour poursuivre un criminel, est-ce qu'il avait une possibilité de ne pas être suivi, etc. etc. On voyait que ça le concernait, parce que le crime contre l'humanité, c'est le même partout, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ukraine aujourd'hui, que ce soit en ex-Yougoslavie hier, sous Vichy. Voilà. Malheureusement, il y a toujours les mêmes schémas qui reviennent. On a eu, moi je me souviens, j'ai fait un colloque international pour en finir avec le crime contre l'humanité il y a quelques années. Et il y avait les deux grands témoins étaient un déporté de juifs et une dame de Yolande Mukagazana, là, qui était une rescapée de Rwanda. Est-ce qu'il a raconté l'un et l'autre? C'était pareil, quoi. On voyait qu'ils n'avaient pas la même histoire, ils n'avaient pas les mêmes, ça ne se passait pas dans les mêmes lieux, mais ce qu'ils avaient vécu était la même chose. L'Arménie, j'ai oublié de citer l'Arménie, bien sûr, enfin, etc. Tout ça, c'est... il faut parler, il faut le dire, il faut continuer à le dire, parce que le problème du juif, si vous voulez, c'est qu'il sort de nulle part, c'est toujours la victime, quoi, voilà. Quel que soit le... Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ce que disait le Philippe Burin, hein, c'est que c'était inscrit dans l'horizon culturel du christianisme, l'extermination des Juifs. Voilà. Alors moi, je voulais savoir, parce que son procès a duré quand même de longues années, 17 ans, je crois. Comment on peut expliquer telle longueur dans la justice? Pour vous, la condamnation à 10 ans d'emprisonnement, comment on peut expliquer que de tels crimes qu'il a commis, en fait, a donné que, je dirais, 10 ans d'emprisonnement. Mais si on suit d'abord sur la première partie de la question, si on suit la procédure, on voit que la première procédure qui est confiée donc au juge Nico, doyen des juges d'instruction, qui juge, premièrement, il a d'autres dossiers à traiter. Donc vous imaginez, il a un dossier pour crime contre l'humanité, puis il doit s'occuper de vol de voiture et de trucs comme ça en même temps. Et donc il prend 2 ans pour inculper Papon. Puis lorsqu'il va l'amener devant la cour d'assises, il se trouve que entre-temps, Papon a demandé à un jury d'honneur de le juger, de savoir s'il était résistant ou pas, et coupable ou pas. Or, ce jury, il n'arrive pas à se prononcer clairement, qui était fait par des résistants authentiques. Il y avait même Serge Klarsfeld qui était témoin dans ce jury. Pendant que le jury délibère et tout, ils interrogent Maurice Sabatier, donc qui est le préfet régional, et Maurice Sabatier dit à ce moment-là que c'est moi le coupable et Papon obéissait à mes ordres. Et donc quand le juge Nico demande l'ouverture du procès d'assises, à ce moment-là, on annule la procédure parce que on considère qu'il aurait dû mettre en examen Maurice Sabatier et pas Maurice Papon. Voilà. Donc on a perdu 4 ans là. Donc on repart sur une nouvelle procédure. Pareil, à tout moment, il y a des incidents. Voilà. Un autre incident, par exemple, qui est un incident important aussi, hein, c'est que la première procédure, ils avaient demandé un rapport d'experts. Ils avaient nommé 3 experts, pas forcément des experts historiques, mais des experts de l'administration, un expert parce qu'il parlait allemand, pardon, et puis voilà, quelqu'un qui connaissait. Alors le problème, c'est que dans les experts, il y en avait un qui était un ancien policier qui avait lui-même participé à des rafles, donc on disait, oh, qu'est-ce qu'il va pouvoir en dire? Et ils font un rapport d'expertise, et quand la première procédure est annulée, on n'a plus le droit de parler de ce qu'il y a dans la procédure puisqu'elle est annulée. Or, l'avocat de Papon, Barrault, il écrit un livre et il introduit dans ce livre le rapport d'expertise. Donc on se retrouve au moment du procès, il dépose comme pièce du procès ce livre-là dans lequel il y a ce rapport d'expertise, mais ni le juge, ni le procureur de la République, ni l'avocat général, ni nos avocats n'ont le droit d'en parler alors qu'il est présent et que lui ne se gêne pas pour en parler. Oui. Vous voyez, il y a plein de
trucs contradictoires comme ça, qui fait que... Alors la condamnation, bon, il y en a chez nous qui voulaient qu'il soit condamné à perpétuité, donc l'avocat général avait demandé 20 ans. Le problème, c'est que à l'époque du procès, 98, donc 97-98, la Cour pénale internationale n'était pas encore établie, instituée, et qu'on considérait que le crime contre l'humanité, il y avait un auteur principal, l'Allemand nazi, et un complice, l'État français. Et donc il a été condamné en fait à complicité de crimes contre l'humanité, en suivant cette logique, qui ne plaisait à personne d'ailleurs, sauf voilà. Donc il a été condamné, on peut dire, au minimum syndical du crime contre l'humanité. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, la Cour pénale internationale, ça n'existe plus, la complicité. Dès qu'on participe à un crime contre l'humanité, quel que soit le niveau dans lequel on participe, on est coupable. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans le crime, si vous voulez. Et il faut savoir que quand la France ratifie la Cour pénale internationale, ce qu'on appelle le traité de Rome, là, qui établit la Cour pénale internationale, elle le fait à une condition, c'est que la Cour pénale internationale ne soit pas rétroactive pour la France. Autrement dit, en l'an 2000, qu'on ne s'occupe pas ni de ce qu'elle a fait en Indochine, ni de ce qu'elle a fait en Algérie, etc. Ni au Rwanda, puisqu'il paraît qu'il y aurait des militaires français qui auront participé au génocide, enfin, etc. Et que ces procédures-là, elles sont jugées en France par les tribunaux militaires. Et il y a actuellement un procès intenté par des femmes rwandaises contre des militaires français. Et ils sont accusés de complicité de crimes contre l'humanité. Alors que normalement, ça n'existe plus, quoi. Pour rappel, pour les auditeurs, on enregistre aujourd'hui, le novembre 2023, 11, parce qu'on est le mois de novembre. Et on a entendu des choses dans l'actualité assez incroyables. Donc, notamment à Paris, mais aussi ailleurs, des dessins qui sont faits, des étoiles jaunes, sur des bâtiments publics, voilà, qui sont faits par des malfrats, il faut bien le dire. Mais qu'est-ce que ça dit en toi le militant qui inlassablement va prêcher la parole pour expliquer un petit peu l'histoire et comment aujourd'hui des imbéciles utilisent encore ce symbole pour abîmer des bâtiments publics et refaire passer des idées sombres de l'histoire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a aujourd'hui un regain de l'antisémitisme. Et malheureusement, ça passe par là, par les étoiles jaunes, enfin de David, l'étoile de David de l'État d'Israël qu'on met sur des maisons, voilà, etc., etc. De toute façon, il faut punir, il faut les rechercher, les punir, les auteurs de ces délits. C'est un délit puni par la loi, l'antisémitisme. Donc voilà, on s'en reste à ça. Et je pense que le fameux Guillaume Quenet de France Inter, on pourrait l'accuser de ça également. Incitation à l'antisémitisme. D'ailleurs, il a été condamné par la patronne de Radio France. Mais elle condamne ce qu'il a dit, elle trouve ça abject, mais elle le conserve quand même en fonction. Voilà. Nous, ce qu'on demande et ce qu'on va, je sais pas, on est en train d'y réfléchir, donc qu'il soit licencié et poursuivi par la justice pour ses propos. C'est trop grave, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est trop grave. Et voilà. Il n'y a pas de... Autre mot qui est important, c'est le mot génocide. Est-ce que tu pourrais nous le redéfinir? Parce que on entend encore aujourd'hui le mot génocide sûrement mal employé par rapport à ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-palestinien. Et certains se jettent ce mot comme des anathèmes les uns aux autres sans forcément le comprendre. Est-ce que tu pourrais nous le redéfinir exactement? Mais le génocide, ça fait partie des crimes contre l'humanité, hein, c'est-à-dire que c'est la destruction d'une population dans son entier parce que elle est née arménienne, elle est née juive, elle est née rwandaise, enfin pas rwandaise, parce que c'était les Hutus et les Tutsis, donc Tutsis, et voilà. Donc c'est ça, hein, le génocide, hein, c'est-à-dire que c'est la destruction complète d'un peuple à cause de ses origines. Et il faut bien le rappeler, c'est pas ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-palestinien. Ah non, bien sûr. Voilà.
Est-ce que certains... Il y a sûrement des exactions commises par l'armée israélienne, par le gouvernement israélien. Moi, je fais partie de ceux qui vont protester contre Netanyahou. Moi, j'ai la famille qui est en Israël, donc elle-même se bat contre ça. Mais bon, par exemple, ma famille, elle a dans les membres de ma famille, il y a 2 Palestiniens. Donc, on est pour la mise en place de 2 États qui cohabitent. Voilà. Seulement, on ne peut pas aujourd'hui le faire, puisque, par exemple, le Hamas ne veut même pas discuter de ça. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est chasser Israël, les Juifs de la terre d'Israël. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait 2 États qui cohabitent dans la paix, si possible, bien sûr. Et quand je dis nous, c'est moi en tant que famille israélienne, hein, c'est pas en tant que représentant d'une association. Alors, je voudrais revenir sur le cas de Guillaume Meurice, qui en soi est un humoriste et qui est embauché par Radio France pour ce travail d'humoriste. Est-ce qu'on peut dire que les paroles qu'il a eues par rapport à ce qui a été dit sont à prendre au même titre que les caricatures de Mahomet? Et je voudrais savoir quel est votre regard par rapport à ça, aux deux choses en fait, puisqu'il y a eu les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo et le côté humoristique de Guillaume Meurice. Quel est votre regard par rapport à ça? Mais il faut resituer dans le contexte actuel, quoi. C'est-à-dire que après le 7 octobre, se dire ça, c'est grave, quoi. Voilà. Maintenant, sur les caricatures, mais c'est le délit de blasphème n'est pas interdit en France, que je sache encore. Donc, nous, on protège le droit de pouvoir se moquer de toutes les religions sans aucune difficulté. On a même le devoir de pouvoir s'en moquer, quoi, et défendre en tout cas ceux qui le font. Hein. Le dernier condamné, c'était le Chevalier de la Barre, qui était... Non, c'est pas le même domaine, caricature et ce qu'a fait sur France, ce qui a été fait sur France Inter, c'est de l'antisémitisme, c'est passible, puni par la loi. Jamais quand on fait une caricature, on traite, on fait un acte de racisme. On se moque d'une religion. On peut aimer et pas aimer, mais enfin c'est juste une caricature, voilà. Son nom l'indique. Et en tout cas en France, c'est un droit qui est reconnu et qui est important. Hein. Il n'y a pas de... Je vois que Jean Cry a encore réalisé une nouvelle œuvre. On va lui redonner la parole. Moi, j'ai appris une chose que je ne savais pas, c'est le mot holocauste que vous nous avez dit, effectivement. Sacrifice sanglant dans un but religieux, c'est la définition, ce que je ne savais pas. Donc, j'ai un homme qui est devant Auschwitz et qui dit sacrifice pour l'interrogation. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est l'extermination, c'est la Shoah. Le dessin circule. Un commentaire du dessin ? Non, juste que je sais qu'à une époque, au moment du procès, je n'arrêtais pas d'écrire aux radios, aux journaux, etc., qui employaient le terme de holocauste pour leur expliquer ce que je vous ai dit, quoi. C'est que le bon terme était la Shoah et non pas l'holocauste, parce que ça prêtait à confusion. D'ailleurs, au cours du procès, il y a quelqu'un qui est venu et qui a osé déclarer que les Juifs s'étaient laissés conduire à l'abattoir comme des moutons, ce qui rejoint l'idée de l'Holocauste. Pour préparer l'émission, j'ai regardé certaines de vos interviews et notamment vous parliez de la famille Klasfeld. Notamment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Parce que je n'ai pas très bien compris. Et tenant les aboutissants des procédures qui avaient été lancées notamment par Serge Klarsfeld. Sur Bordeaux, il n'a lancé aucune procédure. Hein. C'est-à-dire qu'on se constitue partie civile, on porte plainte donc en décembre 81, et lui, lorsqu'il apprend que Papon va être inculpé pour crime contre l'humanité, comme c'est un peu la figure de la lutte contre l'antisémitisme, contre le nazisme, à ce moment-là, il dépose, je ne sais plus combien, 7 ou 8 plaintes de son association Les Fils et Filles des familles déportées. Et la première chose qu'il fait, lorsqu'il dépose ses plaintes, il fait une déclaration en disant que si Papon présente des excuses, les parties civiles retireront leurs plaintes, sans nous demander notre avis et sachant très bien qu'on aurait refusé, quoi, voilà. Donc il se démarque et je pense que pour Serge Klarsfeld, en tout cas, on est dans cette notion que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'il y a un auteur principal, le nazi,
et un complice, et lui ne voyait dans Papon qu'un complice. Et dans le livre, là, j'explique un peu tout ce qui s'est passé avec la famille Klarsfeld, Arnaud et Serge, donc Arnaud était présent comme avocat à l'intérieur du tribunal et Serge était à l'extérieur il manifestait en permanence. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est grâce à Klarsfeld que Papon a pu être condamné. Moi, je dis, et avec beaucoup d'autres personnes, qu'il a plutôt essayé de mettre des bâtons dans les roues pour que Papon ne soit pas condamné au maximum, en tout cas. Voilà. Et alors, on a plusieurs exemples. Hein. L'exemple le plus significatif, c'est on est au mois de janvier 98, c'est-à-dire que le procès a commencé depuis octobre. Et il demande la récusation du président de la cour d'assises parce qu'il aurait des liens avec une famille de déportés. Autrement dit, il reproche au président de la cour d'assises d'avoir des origines juives et que de ce fait, il ne peut pas faire juger. Et donc, le président le prend très mal. Il a failli renoncer. Il a fallu que ce soit nos avocats qui aillent le voir et lui dire de rester, de tenir bon, etc. etc. Voilà. Suite à ça, Serge et Arnaud Klarsfeld ont été condamnés pour leur attitude. Donc, on était ensemble, bien sûr. Hein, on reconnaît tout ce qu'a pu faire Serge Klarsfeld, surtout pour Barbie. Hein, c'est grâce à lui que Barbie a pu être jugé et condamné. Mais sur Bordeaux, il a eu une attitude incompréhensible. Alors, pour moi, est-ce que c'est parce qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un coupable principal et un complice, et que donc pour lui, la peine à 10 ans de réclusion criminelle lui convenait, ou est-ce que c'est parce que Klarsfeld, ou la famille Klarsfeld est plutôt de droite, on va dire, gaulliste de droite, voire même un peu au-delà de la droite. Il y a eu l'incident avec Louis Alliot, où il va à Perpignan, il reçoit la médaille de la ville, alors qu'il ne peut pas ne pas ignorer ce qu'a fait Louis Alliot, quoi, qui travaillait avec Jean-Marie Le Pen quand il a fait ces humours douteux, là, comme on disait, sur le point de détail, etc., etc. Malgré ça, il accepte et il se justifie même après dans la presse en disant que pour lui, il préférait défendre un rassemblement national modéré par rapport à un rassemblement national plus dur que représentait Bardella, qui a été élu d'ailleurs en fait, puisqu'il y avait Alliot qui était opposé à Bardella et lui soutenait la candidature de Louis Alliot. Alors je ne sais pas si j'ai pas l'explication, hein, il m'a jamais. On parlait au début ensemble, mais après on a très vite rompu toute relation avec les Klarsfeld. Ce que j'ai noté, moi en tout cas, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que Arnaud Klarsfeld, il défendait aussi, ça c'est un troisième point, Arnaud Klarsfeld était très fort sur les enfants. On peut dire que c'est l'avocat qui avait pris en charge la défense et les accusations par rapport aux enfants juifs déportés. Alors, on pourrait considérer que tu as mené un combat d'une vie. Hein, en tout cas une grande partie de ta vie et un combat important et majeur dans ta vie. Donc tu as mis de l'énergie, tu as joué sang et eau sûrement pour arriver, surtout avec les reports du procès à chaque fois. Et finalement, qu'est-ce que tu te dis quand enfin le verdict tombe? Donc tu es dans l'assistance, je pense. Et qu'est-ce que ça fait en toi à ce moment-là? Nous, ce qui était important, c'était, enfin pour moi et ma famille en tout cas, le verdict, il a duré plusieurs heures. Hein, c'est-à-dire, ils sont partis le soir à 18h et ils ont donné leur verdict le matin, dans la matinée du lendemain. Tout le monde dormait dans la cour d'assises. Il y avait les juges, les avocats, le procureur, etc. Les parties civiles qui étaient là, ils restaient, ils attendaient le verdict. Pour nous, on voulait qu'il soit condamné. Voilà. On n'avait pas réfléchi au fait qu'il serait condamné et à combien il serait condamné, si tu veux. Donc, pour nous, le fait qu'il soit condamné, c'était un soulagement. Et ça voulait dire qu'on avait gagné, quoi. Après, moi, ça m'était égal. De toute façon, vu son âge à Papon, qu'il soit condamné à 10 ans ou à 20 ans, il allait finir sa vie en prison. Donc, il a fait 3 ou 4 années je ne sais plus combien exactement de prison. Bon. Pour nous, c'était fait, on l'avait gagné. Hein, et puis, c'était la chose la plus importante. Mais je sais que ma cousine, par exemple, Esther Fogiel, voulait absolument qu'il soit condamné à perpétuité. Jakubowicz voulait qu'il soit condamné. Voilà. Parce que la peine des victimes, des parties civiles était éternelle. Il fallait qu'il soit. Après, le fait
que Papon soit condamné. Je sais que mon père, il disait par exemple que pour lui, c'était le moyen de se reconstruire. Voilà, ce qui n'a pas été le cas du tout. Mais enfin bon. Il croyait que le fait de condamner Papon, ça permettait d'enterrer les morts. La particularité qu'on a, et c'est pas moi seul, hein, c'est tous les enfants de déportés, c'est qu'on n'a pas enterré nos morts. On n'a pas pu enterrer les morts. Et donc, moi, j'ai 2 frères qui sont morts, qu'on a enterrés. Je en parle sans problème, je ne vais pas chialer ni rien. Mais parler des morts qui sont pas revenus, qui sont partis en fumée, qu'on n'a pas enterrés, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Il y a une chape de silence qui s'est instaurée après la guerre, et puis on a beaucoup... enfin, pas que moi, vous verrez quand vous parlez, il y a très peu de gens qui osent en parler, hein, dans les familles, et les gens qui ont le courage de s'exprimer, de se joindre à nous quand on a porté plainte, enfin, etc. On a rencontré beaucoup de gens qui ne voulaient pas se constituer partie civile, quoi. Parce que pour eux, il fallait pas en parler, il fallait oublier, Et c'est le cas de Boris Cyrulnik, par exemple. Si vous l'écoutez parler de ça, ce qui lui est arrivé, son sauvetage, par exemple, chaque fois qu'il en parle avec une version différente. Donc c'est ce qui est normal, hein, parce qu'il a pas l'âge pour s'en souvenir. Lui, ce qu'il dit, c'est que il faudrait que, pour lui, la solution, c'était pas le procès, c'était il aurait fait une thérapie dans laquelle les victimes jouaient le rôle des nazis et Papon le rôle des juifs déportés. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, il s'est pas constitué partie civile. On lui a demandé, on lui a proposé. Il n'a jamais voulu se joindre à nous. Mais enfin, on respecte, il n'y a pas de problème. Avec les événements actuels, et on voit toute cette agressivité, et comme on est dans une émission qui parle de laïcité, j'aurais aimé entendre de votre bouche la définition de 3 choses différentes. Juifs, israéliens et sionistes. Et je pense que dans le domaine de la laïcité, de bien réexpliquer quelles sont les 3 définitions de ces trois mots est important. Juif, c'est quelqu'un qui appartient à une famille qui a appartenu à une mouvance religieuse. Hein, y a pas, voilà. Donc moi, je suis pas juif. Hein, je suis ce que j'appelle un juif laïque. Pour moi, je suis pas juif, mais je ne peux pas. Par exemple, aujourd'hui, je dis nous les juifs, tu vois. Et pour moi, c'est les racines familiales qui sont des racines juives. Après, israélien, c'est simple, hein, c'est un habitant d'Israël. Il y a des juifs, des catholiques, des musulmans. Tout individu qui vit en Israël est un Israélien. Il y a pas de. C'est comme en France, les Français. Et sioniste, c'est un terme qui est un projet qui existe depuis très longtemps. Il y a 200 ans déjà, ou avant l'affaire Dreyfus en tout cas, et qui est il y a plusieurs sionismes déjà qui existent, qui sont différents les uns des autres, et on peut être, il y a des juifs qui veulent pas aller vivre en Israël. Ils sont pas contre le sionisme, mais enfin ils sont pas avec la démarche. De vivre et d'occuper Israël. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je sais quand j'étais jeune, on se posait la question, est-ce qu'il faut être, alors que j'avais la famille qui était en Israël, est-ce qu'on est pour ou contre le sionisme? C'était vraiment une discussion qui était sérieuse, qu'on se posait. Mais aujourd'hui, être contre le sionisme, parce que c'est ça le problème, c'est que les antisionistes, ils profitent de ce terme-là, qui est un terme, entre guillemets, respectable, pour en fait, être antisémite. Ils utilisent ce terme qui est si confortable pour qu'ils puissent, à travers eux, exprimer leur... Donc, on ne peut plus être... contre le sionisme aujourd'hui, puisque être contre le sionisme aujourd'hui, ça veut dire chasser les juifs d'Israël, et chasser les juifs d'Israël, c'est être antisémite. Mais tout ça parce que ça a évolué, il n'y a pas forcément, c'est un terme, lui, qui est vraiment, qui a beaucoup évolué. Je pense que tout le monde qui est ici a déjà entendu le terme par rapport aux juifs, race. J'ai eu, il y a quelques années, des étudiants chez moi, parce que j'avais l'espace, et j'ai entendu par un jeune
qui était engagé dans le catholicisme, qu'il n'y avait qu'une race humaine. Que c'était la race humaine. Voilà. Et c'est un terme qui m'a beaucoup plu, parce que c'est humain, tout simplement. Il n'y a pas de race, en fait. On est d'accord. Mais elles sont égales entre elles. Alors nous arrivons au bout de cette deuxième heure et je voudrais représenter les 2 livres de Jean-Marie Matisson. Donc le premier, c'est Procès Papon quand la République juge Vichy, aux éditions La Lose. Et le deuxième qui vient de sortir, donc il est tout juste disponible dans les librairies. Donc c'est Esther, victime de l'indicible, aux éditions BOD. Je vais faire des conférences sur la laïcité avec un professeur de paléoanthropologie et lui il vous expliquera que non, il n'y a pas de race. Et que les premiers habitants de l'Angleterre, par exemple, étaient noirs. Et donc il faut chercher ailleurs les différences. Parlons laïcité. Merci beaucoup Jean-Marie de ce témoignage ô combien poignant. Merci à tout notre public fidèle, même pour le lendemain d'un jour férié et en pleine vacances. Donc on est content de vous avoir eu. On va se retrouver comme chaque mois le mois prochain, le premier jeudi du mois de décembre. Aujourd'hui, on est revenu dans notre local aux Pyramides du réseau d'échange réciproque de savoir. La prochaine fois, ça sera bien à la MJC Simone Signoret qui nous réaccueille de nouveau. Et on aura Jacqueline Costa-Lascou qui va venir pour nous parler des adolescents et de la laïcité. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.